Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle entrevue. Nous sommes déjà avec Alain Escada. Donc Alain Escada est le président de Civitas International et aujourd'hui nous allons parler un peu d'actualité, mais d'un point de vue catholique, un peu comprendre ce qui se passe dans notre monde et pourquoi le catholicisme est la solution en tout cas pour contrer ce que l'on appelle le mondialisme. Alors bonjour Alain Escada, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Théophilo, et puis merci à vous de me donner la parole dans une émission que j'apprécie particulièrement. Alors peut-être premier point, l'actualité est très riche, que ce soit sur le conflit en Ukraine, même si maintenant évidemment nous n'en parlons plus, sur le conflit, israélo-palestinien, sur divers sujets, notamment sur la défense aussi des chrétiens d'Orient et on a vu divers personnes dites de droite, ou en tout cas à droite sur l'échiquier politique, se positionner différemment de nous et je pense que vous et moi pouvons considérer que ce sont devenus de faux amis. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer en quoi ces gens sont des faux amis et en quoi leurs positions sont finalement diamétralement opposées aux nôtres et ce qui en fait finalement des ennemis? Absolument, oui. Je vais reprendre un petit peu une chronologie d'événements. Si l'on se souvient, par exemple, à la Toussaint, d'avoir vu Éric Zemmour se rendre au mur des lamentations pendant que Marion Maréchal Le Pen était-elle en visite en Arménie. Euh, Filmé avec toute son équipe de communication en train de rencontrer des réfugiés du Haut-Karabakh. Euh, il y a là, de toute évidence, un double langage qui trompe en fait les véritables catholiques et surtout les amis des chrétiens d'Orient. Il faut rappeler d'une part que si les Arméniens du Haut-Karabakh sont en ce moment particulièrement persécutés, victimes d'attaques et d'une épuration ethnique menée par l'Azerbaïdjan, ce n'est possible que grâce à l'aide d'Israël à l'Azerbaïdjan. Et donc, il y a là vraiment une hypocrisie manifeste de la part d'un mouvement comme Reconquête, avec tous ses amis du style Damien Rieu, Jean Messia, etc., qui tentent de faire croire d'un côté qu'il s'intéresse au sort des chrétiens d'Orient, en particulier au sort des Arméniens et de ceux du Haut-Karabakh en particulier, et puis fermer les yeux sur l'origine même du problème, ou en tout cas sur le rôle particulier d'Israël dans la persécution des Arméniens. On ne peut pas être à la fois ami des persécutés et ami des persécuteurs. Et on a d'ailleurs vu à quel point Marion Maréchal était particulièrement mal à l'aise lorsque certains journalistes arméniens tentaient de lui poser des questions sur le rôle d'Israël, tentaient de lui demander si elle condamnait le rôle d'Israël dans l'apport d'armement à l'Azerbaïdjan contre les Arméniens du Haut-Karabakh. Et là, on a des images qui sont éloquentes où Marion Maréchal tourne le dos aux journalistes et s'en va sans dire un mot par rapport à cette question pourtant d'une logique évidente. Je dirais on peut avoir la même analyse lorsque l'on observe l'attitude de toute une série de milieux anciennement classés identitaires par rapport à ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Bon, euh, il faut quand même être logique. Le peuple palestinien
est sur sa terre d'origine. Gaza, c'est une terre palestinienne. Historiquement, ce peuple est là chez lui, comme les Français sont chez eux en France. Et donc, comment De moins en moins. peut-on... Pardon? De moins en moins. Oui, oui, hélas, oui, mais bon, mais disons que, voilà, historiquement, c'est ainsi. Et donc, comment peut-on, d'un côté, prétendre dénoncer le grand remplacement en France, à juste titre? Comment peut-on dire qu'il faut lutter contre le grand remplacement des Français en France et en fait vouloir par contre favoriser le grand remplacement des Palestiniens en Palestine? Je pense qu'encore une fois, c'est une question de cohérence. On ne peut pas vouloir pour son propre peuple ce que l'on veut interdire à d'autres peuples. Tout ça est question de cohérence. En tout domaine, il faut être logique. Si le grand remplacement est mauvais pour nous, il est mauvais pour les autres peuples également. C'est une question de justice, c'est une question d'équité. Et donc, on peut aussi observer à nouveau que si des gens comme Marion Maréchal, Damien Rieu et Jean Messia et tant d'autres ne manquent pas une occasion de parader à côté de l'association SOS Chrétien d'Orient, par exemple, association qui mérite vraiment soutien, respect et admiration. Encore une fois, il y a incohérence à soutenir la politique belliciste d'Israël qui n'épargne ni les chrétiens palestiniens, ni les chrétiens du Sud-Liban. Il faut rappeler qu'encore le 20 novembre, l'artillerie israélienne a bombardé une église catholique melkite au Sud-Liban, qu'elle a bombardé également les églises à Gaza. Et il faut encore ajouter qu'on observe avec inquiétude les appels de détresse du patriarcat arménien à Jérusalem, qui est en train de subir des manœuvres d'expropriation avec l'appui de la police israélienne. Et donc, il suffit d'additionner les faits pour bien percevoir que Israël n'est pas l'allié des chrétiens d'Orient, de la même façon qu'Israël n'est pas l'allié de la France. Et qu'il faut cesser de tenter de lier le sort des uns et des autres, alors que l'observation des faits montre qu'il y a de graves problèmes subis par les chrétiens d'Orient, par la responsabilité de l'État israélien. Bon, même Zemmour a dû réagir face à cela, parce que je pense que vous avez aussi vu les images des juifs orthodoxes qui crachaient sur les sœurs dans les rues de Jérusalem, si je me trompe pas. Et c'est quelque chose de récurrent. On sait bien que ça n'est pas neuf. Simplement, le peuple israélien commence à en prendre conscience. Et encore une fois, il ne faut pas faire de généralité. Il y a des Israéliens qui sont particulièrement choqués par cet antichristianisme de milieux israéliens, de milieux, disons, proches de l'actuel gouvernement. Et donc, il y a eu notamment un colloque universitaire il y a quelques mois consacré à ce phénomène du crachat et du mépris et de la violence constatée en Israël à l'égard des communautés chrétiennes. Il y a même eu d'ailleurs un reportage de la télévision israélienne particulièrement révélateur où un journaliste israélien qui avait du mal à croire à la réalité et la gravité de cette situation, s'est
s'est promené dans les rues de Jérusalem revêtu d'une bure de franciscain, accompagnant un authentique franciscain. Tout ça filmé en caméra cachée. Et à peine ce journaliste israélien revêtu pour la circonstance d'une bure de franciscain était-il dans la rue depuis 5 minutes que les insultes et les crachats ont été récurrents, et même des insultes portées par des militaires israéliens en uniforme. Donc voilà, ce journaliste a bien constaté la gravité et l'ampleur de la situation, comment même des enfants sont encouragés par leurs parents à cracher sur les chrétiens, à cracher sur les religieux. Il y a eu également la visite d'un membre du gouvernement allemand en Israël qui, accompagnant un prêtre de Jérusalem, a constaté et a été filmé en train de subir les insultes d'enfants israéliens parce qu'il y avait là un prêtre en habit sacerdotal. Donc les faits sont là, les faits s'accumulent, nul ne peut les nier, ils sont de notoriété publique, et il est donc vraiment difficile de faire croire que Israël est l'allié des chrétiens d'Orient. Un autre point aussi qui me semble intéressant, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup d'identitaires, en Europe, en France, même en Suisse, je pense, considèrent que puisqu'ils sont arabes, même s'ils sont chrétiens, sous prétexte qu'ils sont arabes, nous ne devrions pas être solidaires avec eux. Donc est-ce qu'il y a une confrontation à avoir entre catholiques et identitaires? Est-ce que le catholicisme est identitaire? Comment comprendre cela? Puisque visiblement, nous sommes solidaires avec des arabes, mais chrétiens en Orient, alors que certains disent: «Non, et finalement, il faut pas tellement s'intéresser à cela, mais plutôt rester sur l'identité blanche». Quel regard est-ce que vous portez sur cela? Alors évidemment, ces deux visions diamétralement opposées auxquelles nous sommes là confrontés. Il y a bien sûr les tenants de ce que l'on pourrait appeler un nationalisme biologique, ou une forme de racialisme en somme, hein, et qui doit être assumé dans ce cas-là. Hein. C'est un courant qui considère qu'il n'est solidaire qu'avec des blancs, qui donc biologiquement le ressemblent. Et puis il y a la doctrine catholique qui considère il faut, c'est un devoir et c'est naturel, être solidaire avec tous ceux qui reconnaissent la divinité du Christ. Euh, Personnellement, je n'ai aucune difficulté à considérer que je me sens plus proche d'un chrétien palestinien qui a la même foi que la mienne en Jésus-Christ que d'un Français militant LGBT ou wokiste et promouvant les pires vicissitudes modernes. La, la, la biologie ou l'appartenance à une communauté raciale n'implique pas une communauté de vues, une communauté de perception de société. Bien des Blancs n'ont absolument pas la même conception de la société que la nôtre. Bien des Blancs n'ont pas le même amour pour la patrie que le nôtre. Bien des Blancs n'ont pas envie d'une même morale que la nôtre. La liste est longue de ce qui peut nous opposer entre Blancs. Je pense qu'avant tout, une communauté, elle se fonde sur une unité doctrinale. Ensuite, évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que
parce que les gens seraient chrétiens, ils ont tous vocation à venir en France. Ça, c'est autre chose. Je pense que, par exemple, c'est une erreur de vouloir à tout prix encourager les chrétiens d'Orient à quitter l'Orient pour venir en Europe. Je pense que bien au contraire, le devoir des chrétiens de par le monde, c'est de faciliter le maintien des chrétiens d'Orient en Orient. C'est de faciliter le maintien des chrétiens palestiniens en Palestine, des chrétiens irakiens en Irak, des chrétiens syriens en Syrie, etc., etc. Et là aussi, il faut se méfier d'une espèce de pseudo-humanisme bisounours qui considère que, eh bien, pour leur éviter le moindre souci, il faut les faire tous venir en Europe. C'est la meilleure façon de favoriser, d'une part, la politique israélienne en cours et de favoriser aussi la politique djihadiste en cours dans d'autres pays. Les chrétiens d'Orient, il faut vraiment les aider, y compris militairement, y compris en les armant, à se maintenir là où ils sont. Et du coup, j'en profite aussi d'ailleurs pour féliciter, encourager et faire connaître certaines milices araméennes, chrétiennes araméennes, qui tentent justement, elles, notamment en Irak, notamment en Syrie, de défendre armes au poing leur village chrétien à chaque fois qu'ils sont menacés. Et c'est ça, en fait, l'attitude d'un chrétien fier et déterminé. Encore une fois, la vision que nous avons du catholicisme et du christianisme, c'est pas celle de bisounours, hein. C'est pas celle de chrétiens faibles qui pleurnichent, qui s'encourent, qui désertent. Non, c'est notre vision du catholicisme, du christianisme, c'est celle de gens qui défendent leurs convictions avec force, détermination, et qui savent, lorsque ça s'impose, prendre les armes pour défendre leur foi, leur civilisation, leurs coutumes, leurs traditions, leur terre, leur famille. Oui, oui, tout à fait. J'avais noté justement quelques points qui me semblaient intéressants. Le être blanc, comment dire, ne sous-entend pas une supériorité en tant que telle. Ça, c'est aussi le problème peut-être de ce qu'on appelle les suprémacistes. Dire que être blanc, bon, l'Europe est blanche, mais elle est surtout, il me semble, catholique, et c'est de là que vient sa supériorité. Et être blanc, très bien, mais il faut en effet préserver ce patrimoine et refuser le grand métissage. Et vous parliez à l'instant du fait que les chrétiens d'Orient risquaient peut-être de quitter leur terre, mais c'est justement le projet de deux, je crois, membres de partis politiques en Israël qui étaient Tout à fait. réunis sur un plateau de télévision et qui disaient comme quoi l'Europe devait accueillir les Palestiniens. Et même Fabrice Divizio, donc le médecin, sauf erreur, Oui, oui. mais même lui a soulevé la contradiction. Je pense que nous serons d'accord Avocat, avec lui. maître Dividio, oui, avocat. Voilà, nous serons, excusez-moi, oui, avocat et pas médecin, mais nous serons tous les deux d'accord avec lui sur son analyse qui dit qu'il y a une contradiction euh, dans le sens que ils veulent nous imposer des Palestiniens en Europe pour les sauver d'une certaine manière, mais la première chose qui nous a été dite, c'est que c'était des terroristes et que c'est ça qui justifiait justement les bombardements à Gaza. Absolument. Cette tribune publiée par deux membres de la Knesset dans la presse américaine, notons bien, hein, il faut vraiment prendre en compte chaque élément. Nous avons donc là deux membres du Parlement israélien qui écrivent dans la presse américaine ce que l'Europe devrait faire en matière de politique d'accueil et d'immigration. Quand même, ça ne manque pas de culot. Donc, ces deux membres de la Knesset, l'un de la majorité gouvernementale, l'autre de l'opposition,
Là aussi, c'est symptomatique. Ça veut bien dire qu'il y a quand même un accord très large sur la question. Propose effectivement dans cette tribune publiée dans la presse américaine que l'ensemble de la population de Gaza, et donc ça fait plus de 2 millions d'habitants, plus même l'ensemble du peuple palestinien, selon cette vue-là, soit tout simplement accueillis sur le territoire européen. Donc, bien sûr, comme vous le dites, il y a là une série d'incohérences qui devraient sauter aux yeux. D'abord, c'est évidemment la confirmation que Israël est en train de mener une opération d'expansion territoriale et veut en vérité augmenter ses frontières jusqu'à la Méditerranée. D'autre part, qu'Israël est en train de mener une opération d'épuration ethnique. C'est bien ça la notion que l'on doit constater. À partir du moment où il s'agit explicitement, délibérément, de promouvoir le départ de l'ensemble des Palestiniens de ce territoire, ça équivaut à une opération d'épuration ethnique. Droit, comme vous le dites, eh bien, ce gouvernement israélien et ses alliés et ses porte-voix et ses caisses de résonance en Europe, de Golnadel à Zemmour, n'ont pas manqué de nous dire que tous ces gens-là, c'est des terroristes en puissance. Et puis là, d'un seul coup, il s'agirait donc de les faire venir en Europe. Tout d'un coup, s'il s'agit de participer à une expansion territoriale israélienne, ça ne pose plus de problème qu'ils soient potentiellement sous la coupe du Hamas. Et puis, enfin, c'est quand même la démonstration que Israël s'estime en droit de dicter la politique migratoire de l'Union européenne. De quel droit? De quel droit? Et on en revient à toute la problématique de l'immigration depuis les années 70, où on voit bien que ce ne sont pas des catholiques qui ont décidé de la politique migratoire. Hein. Et donc, il y a depuis longtemps des influences qui sont contre nature pour décider de la politique migratoire sur le territoire européen. Et donc, voilà, ça devrait tout de même éveiller les consciences de beaucoup. Et puis, ça devrait faire éclater toutes les incohérences et les hypocrisies de toute une série de représentants dits du courant national qui sont vraiment des suiveurs de l'actuelle politique israélienne. Bon, ça vaut pour Marine Le Pen, ça vaut pour Jordan Bardella, etc. Hein, aujourd'hui, on voit bien, ils tiennent tous le même discours. Mais là, quand même, il y a une incohérence manifeste, c'est que il règne un accord au sein de la Knesset sur le sujet pour, en fait, qu'il n'y ait qu'une unité ethnique en Israël et que, par contre, il y ait un multiculturalisme forcé en Europe à très grande échelle. Alors, merci, cher Alain Escada. Là, ça m'a fait tilt, parce qu'il y a un point, il me semble, que nous pourrions aborder aussi. Et c'était très intéressant, car cela a soulevé, je pense, encore un plus grand clivage.
Alors, Rivarol, donc le journal Rivarol, a publié un papier que je n'ai pas lu que j'ai lu en diagonale, mais dont j'ai vu le titre. Et Rivarol défendait, enfin, pardonnez-moi, oui, Rivarol défendait Mélenchon, puisque Oui, j'ai vu ça. Mélenchon a pris des positions pour les chrétiens d'Orient. Et c'est vrai que, avec cette prise de position, je pense que beaucoup ont été surpris, mais beaucoup ne comprennent pas qu'il y a en fait encore des hommes de principe. C'est-à-dire que défendre Mélenchon sur cette position de la défense des chrétiens d'Orient et ne pas suivre la meute, ça reste malgré tout respectable. Même si, je pense que Rivarol est à l'opposé des positions de Mélenchon sur à peu près tout. Sauf que Oui. des gens de mauvaise foi font semblant de croire que Rivarol et Mélenchon, c'est la même chose. Et vous, vous êtes aussi un peu sur la même position, c'est-à-dire que, je pense que vous êtes d'accord avec Mélenchon sur ce point précis, c'est-à-dire la défense des chrétiens d'Orient et le fait que tout d'un coup, plus personne, s'occupe de ce sujet précis. Alors, est-ce que vous pourriez aussi peut-être expliquer ce point qui me semble très important de comprendre? Alors, vous ne parlez évidemment pas au nom de Rivarol, mais cela reste un exemple, très intéressant, je trouve. Alors, je pense que c'est intéressant effectivement de souligner, c'est là toute la différence entre l'honnêteté catholique, qui est en mesure de juger chaque point précis séparément et de considérer que sur un point bien particulier, la parole d'un adversaire peut être juste, alors qu'à l'inverse, ce même adversaire n'aura jamais l'honnêteté de reconnaître la justesse d'un propos d'un catholique avec lequel il est opposé. Oui, euh, le catholique, le catholique authentiquement honnête, juste, lucide, peut juger un propos indépendamment de celui qui le tient. Mais l'inverse n'est pas vrai. Et je pense qu'il serait totalement impossible et impensable que Mélenchon, lui, reconnaisse, que ce soit à Jérôme Bourbon, à moi-même ou à d'autres représentants du catholicisme intégral, la justesse de leurs propos, fût-ce sur un point bien précis sur lequel il y a un accord de circonstances. Je pense que c'est très intéressant de remarquer cette différence d'attitude, parce que la doxa consiste à laisser penser que les intégristes catholiques sont des doctrinaires fermés, incapables d'avoir une ouverture d'esprit. Et on voit bien que c'est l'inverse. Ce sont précisément les francs-maçons formatés comme les Jean-Luc Mélenchon qui sont, eux, incapables d'avoir cette ouverture d'esprit et de reconnaître la justesse du propos d'un adversaire. Et d'ailleurs, du reste, ça se retourne à différentes reprises contre Mélenchon et ses amis. Souvenons-nous que, par exemple, c'est tout de même Jean-Luc Mélenchon qui, au début du mois d'août, mène une cabale pour tenter d'obtenir de Darmanin le début de processus de dissolution de Civitas sur base de quelques propos de Pierre Hilard. Et puis ensuite, on verra, il y a une justice immanente, que quelques semaines plus tard, c'est au tour de Mélenchon, de la France insoumise, d'être eux-mêmes l'objet d'une demande de dissolution pour des propos considérés comme antisémites. Et voilà, c'est cette démonstration que ces gens-là, eux, sont les vrais tenants du dogmatisme le plus caricatural, de l'incapacité de discernement. Ils sont toujours dans la vindicte,
est toujours incapable d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à un adversaire. Ils sont toujours dans le manichéisme. Leur haine du catholicisme est tellement viscérale qu'ils sont strictement incapables de reconnaître la moindre justesse d'un propos d'un chrétien. Oui, non, mais c'est affolant. Il y a d'ailleurs, plusieurs autres personnes qui ont combattu cette position, donc je vais les citer puisqu'il faut citer l'adversaire ou citer l'ennemi. Mais il y avait notamment Nicolas Faure, Ah il y oui, avait notamment, Daniel Conversano et qui disait comme quoi il y avait une impasse, en fait, derrière cela et moi, je pense au contraire que c'est faire preuve d'honnêteté intellectuelle, comme vous l'avez dit, de remarquer chez l'adversaire lorsqu'il a raison ou lorsque ses positions sont justes. Enfin là, on retourne on retombe sur nos pattes, sur le fait qu'évidemment être blanc sous-entend, qu'on a raison sur tout. Or, il c'est tout autre chose, c'est bien le contraire. Peut-être un autre point qui me semble intéressant, c'est, votre engagement contre Evras. Alors peut-être pourriez-vous expliquer ce qu'est Evras? D'ailleurs c'est en Belgique, hein, si je ne m'abuse, qui est absolument. un programme scolaire pour les enfants ou pour les très jeunes enfants. Je Voilà, tout à fait. Donc, EVRAS, bon, c'est le nom du programme en Belgique francophone, mais pour d'emblée bien faire comprendre l'importance de ce sujet à tous nos auditeurs, c'est qu'évidemment, ce n'est pas une initiative purement belge. Cela porte ce nom-là en Belgique, mais l'éducation sexuelle des enfants dès le plus jeune âge relève d'une directive mondiale de l'Organisation mondiale de la santé et que donc ces applications en termes d'éducation portent des noms variables selon les pays. En Belgique, en Belgique francophone, cela s'appelle EVRAS. Le programme EVRAS, en fait, a été, disons, entamé évidemment depuis déjà de nombreuses années, mais pourquoi est-ce revenu à l'actualité? Parce que les parlementaires wallons et bruxellois ont été invités à voter une modification du contenu du programme EVRAS. Et à cette occasion-là, il y a eu une prise de conscience d'une partie de la population et notamment, il faut le dire, de parents d'origine musulmane qui ont été les premiers à réagir assez vigoureusement, à organiser des manifestations et notamment à organiser une manifestation le jour du vote de cette modification du programme EVRAS par les parlementaires wallons et bruxellois. Et cela a causé une espèce de séisme dans le petit monde politique belge francophone, parce que ce sont donc des mamans musulmanes, des femmes voilées, qui se sont déplacées en nombre ce jour-là. Or, vous imaginez bien, si c'était des Belges de souche qui s'étaient avancés en nombre dans une zone interdite de manifestation comme l'est la proximité d'un parlement, les forces de l'ordre auraient évidemment immédiatement, violemment réagi pour empêcher ces Belges de souche d'accéder à cette zone interdite. Mais là, désarroi total des autorités politiques et des officiers de police devant une multitude de femmes voilées. Il aurait été évidemment difficile de diffuser des images le soir à la télé de forces de police
arrosant à l'autopompe ou de gaz lacrymogène des mamans voilées s'avançant en nombre. Donc cette manifestation s'est tenue comme elle n'aurait jamais pu se tenir si c'était d'autres qui avaient manifesté de la sorte. Et il faut savoir que parmi les parlementaires bruxellois, il y en a plus de 20% qui sont d'origine extra-européenne musulmane. Et donc, ces parlementaires s'avançaient vers le Parlement pour aller voter et se faisaient copieusement huer par cette multitude de jeunes mamans voilées qui les qualifiaient de traîtres parce qu'ils allaient voter le programme Evras d'éducation sexuelle des enfants dès le plus jeune âge. Et donc, c'est une situation très intéressante parce qu'elle a permis de voir d'un seul coup une cassure entre la classe politique qui, depuis longtemps, tente de capitaliser le vote des électeurs d'origine immigrée en plaçant sur leur liste des candidats de différentes communautés, y compris en nombre d'origine musulmane à Bruxelles. Et puis, ces musulmans qui, lorsque l'on touche à un sujet aussi sensible que l'éducation de leurs enfants, d'un seul coup ont un réveil et une vigueur dans la mobilisation que l'on ne connaît plus chez nos propres peuples, qui osent se mobiliser et faire face et s'avancer là où c'est interdit, sans peur que, eh bien, ils franchissent d'une certaine façon le Rubicon. Et puis par ailleurs, on a vu ensuite une manifestation suivante au cours de laquelle, eh bien, il m'a été proposé en tant que représentant catholique de prendre la parole aux côtés de ces jeunes mamans musulmanes. Et c'est pas le moindre des paradoxes, évidemment, que de m'être retrouvé devant une foule d'à peu près 2000 personnes, dont la composition devait être d'environ, sur ces 2000 personnes, 1500 mamans musulmanes, qui m'ont très gentiment accueilli, applaudi, parce que le discours que je tenais était évidemment parfaitement audible pour ces mamans musulmanes. Et c'est là que je rappelle souvent à nos auditeurs, à tous ceux qui nous écoutent, que en réalité, c'est une démonstration supplémentaire que si nos pays étaient dirigés par des catholiques, avec des lois catholiques, en réalité, ce serait quelque chose d'apprécié largement au-delà des catholiques. Le catholique, lorsqu'il dirige un pays, lorsqu'il rédige une loi, il ne le fait pas dans un esprit strictement communautaire pour uniquement les catholiques. Il le fait dans un esprit de bien commun qui a des répercussions positives au-delà des seuls catholiques. Et un État catholique serait donc en réalité profitable bien au-delà des seuls citoyens catholiques. Alors, ça a été une expérience très intéressante qui a particulièrement décontenancé les médias du système, les représentants politiques, qui évidemment ne comprenaient pas que des jeunes mamans musulmanes qui étaient le vivier électoral des partis de gauche se retrouvent à applaudir à la tribune le représentant d'un mouvement catholique dit intégriste, dont les médias insistent sur le qualificatif d'extrême droite.
Et ces organisatrices musulmanes ont été interrogées sur le sujet et ne se sont pas laissées piéger et ont assumé parfaitement leur choix de me donner la parole et de trouver une unité de vue, une convergence de vue sur la défense de la pureté des enfants face à un projet qui est destiné à pervertir les enfants. Et encore une fois, je pense que c'est important d'insister, ce n'était pas un front de la foi, ce n'était pas un encouragement à un relativisme religieux. D'emblée, j'ai bien pris la peine d'insister là-dessus. Et ces musulmanes l'ont parfaitement compris et ont apprécié cette précision. Mais ce n'est pas parce que je suis contre l'immigration euh, dans notre Europe que je nie aux parents immigrés le droit de défendre la pureté de leurs enfants. Bien au contraire. Et là encore, justement, je pense que c'est une caractéristique du catholique que d'estimer que chaque parent, même celui qui n'est pas catholique, évidemment, a le droit de défendre la pureté de ses enfants. C'est un droit fondamental qui n'est pas lié à la confession religieuse. Oui, il y a des fois des imprévus dans les plans qu'on veut nous imposer. Parce que, bon, je pense que vous serez d'accord avec moi, moi je ne parle plus d'immigration, mais plutôt de changement de peuple ou de génocide par substitution. Oui, Parce oui, qu'il faut oui, bien appeler un chat et faire ce qu'on appelle du gramscisme de droite, c'est-à-dire vraiment imposer notre vocabulaire. tout à fait. Peut-être un point aussi, pour que les gens comprennent aussi quel est ce programme, parce qu'en Suisse romande, j'ai assisté à une conférence du mouvement fédératif roman, donc j'invite les personnes à se renseigner sur ce mouvement. Et la conférence était d'un sexologue et psychothérapeute, si je ne m'abuse, genevois, il s'appelle le docteur Chaton, que je vais citer. Et sa conférence, en fait, portait justement sur ce programme, qui est obligatoire en Suisse romande. Et on vous avertit pas. On vous dit pas mardi, il y aura secours. Non, non, c'est surprise et c'est obligatoire. Et donc, on explique des choses comme, par exemple, l'amour, on peut faire l'amour dans les fesses. Donc, je vous laisse imaginer ce genre de choses à un enfant de 6 ans ou 8 ans, de 6 à 8 ans, il me semble, la tranche d'âge, où on explique que la pornographie, c'est pas si mal. Voilà, ce genre de choses, et c'est obligatoire. Donc, après avoir détruit la famille, après avoir détruit la féminité, enfin, on a tué le père, maintenant on détruit la féminité avec le féminisme. Maintenant, quelle est la nouvelle? C'est la destruction de l'enfance, de l'innocence, et ça, évidemment, c'est aussi notre avenir, puisque ces Absolument. enfants seront adolescents et plus tard adultes. Donc on s'imagine déjà aussi si ces enfants ne sont pas protégés, le niveau de perversion que cela peut amener. Alors je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres exemples de ce qu'il y a ou de ce qu'il y aurait dans ce programme dit EVRAS. En fait, qu'est-ce Donc, qu'il implique? en fait, il faut bien d'abord remonter à cette origine, c'est l'OMS, hein, c'est l'Organisation Voilà. mondiale de la santé, qui a établi un programme d'éducation sexuelle qui doit être appliqué donc à l'échelle planétaire, idéalement, hein, selon eux. Et donc, EVRAS en est une application rigoureuse. Qu'est-ce que ça signifie en pratique? C'est que, notamment, il y a dès l'âge de 3 ans des encouragements à préparer l'enfant à la masturbation, par exemple. Oui. Exact. Euh, il y a bien sûr, ça n'étonnera personne, une Filles et insistance, garçons, hein. filles et garçons. Il y a bien sûr une insistance prononcée sur le fait d'enseigner dès l'âge de 6 ans l'idéologie du genre. Et donc de prétendre auprès de petits enfants que
l'on peut changer de sexe comme si c'était un jeu. Parce que c'est ça. Expliquer à un petit garçon qu'il peut devenir une petite fille s'il en a envie, et inversement, à l'âge de 6 ans, ça n'est jamais compris, perçu comme une espèce de jeu, comme une espèce de déguisement. Sauf qu'il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, c'est dramatique. Je me permets juste une petite parenthèse. C'est vrai que ça aussi, je pense que nous, c'est notre rôle, parce qu'on parle toujours de transition, comme si tout d'un coup, bah, vous et moi, voilà, nous nous rendions dans une clinique et puis du jour au lendemain, nous pourrions tomber enceintes. Oui, Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. En fait, ce n'est pas une transition, c'est une stérilisation. absolument. C'est aussi ça bien que les gens doivent comprendre, parce qu'on pense que grâce à la technique et grâce à la médecine, voilà, un homme change de sexe et donc peut tomber enceinte et devenir mère et l'inverse. Mais non, en fait, c'est une stérilisation et évidemment, c'est irréversible. Absolument. Et c'est là que cette idéologie est particulièrement perverse, parce qu'elle change le sens des mots, parce qu'elle essaye d'imposer sa propre sémantique de confusion, de façon à ce que plus personne ne s'y retrouve. Et la presse joue évidemment un grand rôle dans ce type de propagande en montrant des images de soi-disant hommes enceintes. Mais il faut être bien clair avec nos auditeurs. Euh, Celui qui est présenté devant une caméra de télévision comme un homme enceinte, c'est quelqu'un qui est né femme biologiquement et qui a pris des hormones pour transformer l'apparence de son corps en le masculinisant, tout en conservant encore ses appareils reproductifs féminins. Mais par contre, il n'y a strictement aucun moyen qu'un homme, né homme biologiquement, devienne enceinte, se fasse greffer un utérus qui fonctionne et qui va donner naissance à un enfant. Non. Dès que l'on a une opération chirurgicale dite de changement de sexe, c'est effectivement une stérilisation définitive. Et j'ai reçu, le professeur René Cochard, qui est un physicien, donc heu, rien de rien d'extrême droite, n'est-ce pas? Qui est juste au niveau de la science, qui s'intéresse seulement, vraiment à cela et il rappelle l'importance qu'il y a lorsqu'un bébé tète sa mère et on pense bien évidemment que toutes ces femmes qui sont dans la transition font une ablation des seins. Donc Absolument, oui. on voit bien jusqu'où en fait la folie peut pousser. Voilà, d'ailleurs, on pourrait même parler de cette nature, satanique. Oui, Il absolument. faut dire les choses, telles qu'elles sont, Absolument. notamment avec le Baphomet, qui est un être androgyne. Tout à fait. Donc ça, il me semble important de le rappeler. Quelle est la logique Oui, derrière oui, tout oui, cela? oui, oui. Au-delà aussi évidemment de l'aspect, réduction de population, car c'est un Bien excellent sûr. moyen aussi de stériliser les gens. Exactement, ça participe à un plan de dépopulation, mais ça participe aussi à un plan, donc évidemment de perversion générale, des enfants, de façon à ce que, bah, si, dès le plus jeune âge, si dès, les primaires, voire la maternelle, le entre guillemets, les pensées sexuelles, obsèdent les enfants, bah, évidemment, vous aurez une enfance puis une adolescence qui vont être particulièrement difficiles, hein, alors que déjà toute la société favorise un climat particulièrement inquiétant. Vous savez, je rappellerai que, par exemple, cela fait maintenant plusieurs années que des rapports de l'éducation nationale dans différents pays européens circulent sur base de témoignages de directeurs d'établissements scolaires
sur la banalisation de la prostitution interscolaire. C'est-à-dire il est constaté, c'est un sujet que l'on n'aborde pas beaucoup dans les médias, mais les rapports officiels existent, que j'ai reçus de la part de directeurs d'établissements scolaires. Eh bien, il est de plus en plus fréquent que les toilettes d'établissements scolaires servent pour que des jeunes filles d'à peine 12-13 ans pratiquent des activités sexuelles en l'échange d'une place de cinéma. Oui, on en est là. On en est là. À une ampleur que la population n'imagine pas. Ce sont des rapports officiels de l'éducation nationale. Et donc, si vous accentuez encore cette idée, cette sexualisation des enfants dès les classes primaires ou même les maternelles, mais à quoi va-t-on aboutir? Il faut aussi bien avoir conscience que effectivement, dans le programme EVRAS, comme dans donc l'ensemble des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en matière d'éducation sexuelle, donc il y est question de sodomie, il y est question de toute une série de pratiques, il y est question de se prendre en photo nu. Il est Ah oui. censé y avoir Des conseils. des On conseils. explique comment faire des nudes. On dit voilà, Voilà, il faut voilà. prendre la Donc, caméra à telle et, hauteur, et etc. dans quelles circonstances vous devez vraiment bien penser à qui vous envoyez une photo de nu. Mais enfin, c'est invraisemblable comme idée. Comme s'il y avait une bonne circonstance, une circonstance légitime pour qu'un enfant envoie une photo de lui-même nu à une autre personne, fût-ce un enfant. C'est aberrant. D'ailleurs, je souligne quand même le fait que, là, c'est une discussion sur le catholicisme, entre autres, mais chaque parent responsable, en fait, devrait être inquiet. Oui, ah oui, Athée, oui, bouddhiste, oui, peu oui, importe oui, finalement la absolument, religion, devrait être absolument. inquiet de cela et concerné et même engagé. Oui, oui, Heu, oui, Parce que le problème aussi, c'est qu'il y a une passivité et les personnes sont totalement endormies et en fait, voilà. En Suisse, je crois que la Suisse est le pays en Europe où les citoyens font le plus confiance à leur gouvernement. Il serait peut-être temps de se réveiller et de remettre en question certaines choses. oui. Je La France et la Belgique, aussi évidemment, Bien mais sûr, les oui. parents doivent être concernés et extrêmement inquiets, surtout que l'enfant passe, je sais pas exactement l'heure précise, mais je dirais entre 7 heures et 8 heures par jour, en fait, en général avec des gens de gauche progressistes. Bien sûr, les enfants Donc passent plus de temps avec leurs enseignants qu'avec leurs parents, donc ils sont plus influencés par le corps enseignant que par les parents. Et donc, les parents doivent cesser de faire délégation au corps enseignant de l'éducation de leurs enfants. On envoie les enfants à l'école pour que l'école les instruise et non pas les éduque. Là aussi, c'est les une manière. rééduque. Oui, 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 oui. Il faut bien avoir conscience. On voit bien, il y a cette évolution sémantique. La sémantique est vraiment importante dans le cheminement des idées. On voit bien que, au fil du temps, on est passé de l'instruction nationale à de l'éducation nationale, et ça a un sens réel. C'est que effectivement, on n'envoie plus ses enfants pour qu'ils y reçoivent un savoir, mais bien pour qu'ils soient pris en main par un corps enseignant qui bien au-delà du savoir, se charge de les formater sur toute une série de concepts qui vont déterminer leur existence par la suite. Alors, maintenant, on va passer à peut-être à la dernière partie. Quel est notre avenir? Tiens, qui est aussi le titre de cette entrevue.
Alors quel est notre avenir? Là, en Suisse, il y a eu un article qui a été publié hier sur l'identité numérique. Enfin, le Conseil fédéral insistera bien sur l'identité numérique. Enfin, en gros, le projet sera bien en place pour 2026. Donc il y a l'identité numérique, il y a les monnaies numériques, il y a, l'abolition des frontières. Enfin, on comprend bien le plan. Mais en quoi justement peut-être, au niveau individuel, peut-être déjà dans un 1er point, et en quoi le catholicisme peut-il être le meilleur rempart à ce projet? Premier point, un détail, mais c'est montrer que si la Suisse est hors de l'Union européenne, malgré tout, on voit que les calendriers sont de plus en plus harmonisés, puisque c'est également il y a 15 jours que l'Union européenne a validé l'identité numérique comme la mise en place de l'identité numérique. Donc on voit vraiment que le fait de ne pas être à l'intérieur de l'Union européenne ne préserve pas la Suisse des influences mondialistes. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le Forum économique mondial est présent en Suisse, à Davos. Comme l'OMS, Voilà, comme exactement. Gavi, et cetera. Petite Exactement. parenthèse très courte, ça c'est en effet l'erreur que font beaucoup de gens, déjà en Suisse, qui pensent que la Suisse est neutre et n'est pas dans l'Union européenne. Et il y a toute l'arnaque où il y a des gens de gauche qui disent: «Oui, mais la Suisse doit rejoindre l'Union européenne parce que ci, parce que ça». Les gens dits de droite dire: «Non, non, on n'a pas besoin de l'Union européenne». Mais en fait, les tentacules de l'Union européenne en Suisse sont partout, au niveau de son droit, de sa justice, de l'espace Schengen et évidemment comme vous l'avez parfaitement dit, des calendriers qui s'alignent. Voilà, je vous en prie. Alors maintenant, l'application concrète pour chacun d'entre nous. Parce que les gens, évidemment, peuvent se dire, bon, tout ça, ce sont des termes un peu compliqués et beaucoup ne peuvent pas peut-être comprendre les implications très concrètes au quotidien pour chacun d'entre nous. L'idée est naturellement que les espèces doivent disparaître et que donc nous fonctionnions par ce qu'ils appellent le portefeuille numérique. Donc, toutes les transactions financières deviendraient numériques, quoi que vous achetiez, quoi que vous dépensiez, quelle que soit l'utilisation de votre argent, tout se ferait de façon numérique. Si tout se fait de façon numérique, tout est connu par l'État et par les banques. L'État sait donc tout de vous en direct, tout de vous dans la moindre de vos occupations. Il sait si vous vous alimentez comme on vous le demande. Est-ce que vous consommez trop de viande ou pas assez? Est-ce que est-ce que vous lisez de mauvais livres? Est-ce que vous vous rendez à une réunion d'un mouvement dissident? Est-ce que vous allez le dimanche dans une église ou une chapelle dont les prêtres sont censés être, disons, hors des clous de la doxa dominante. Tout ça, l'État le saura par vos dépenses numériques, puisque la quête que vous ferez le dimanche, elle se fera de façon numérique. Le livre que vous achèterez dans une librairie, eh bien, son titre apparaîtra sur le relevé numérique de votre achat. Vos dépenses alimentaires, vos dépenses de santé, tout apparaîtra et tout sera à disposition et de l'État et des banques. Et l'on voit aussi qu'il s'opère de plus en plus une étroite collaboration entre les banques et l'État dans un même projet mondialiste. Du reste, on voit d'ailleurs qu'au Canada, les banques viennent de demander de pouvoir accéder aux déclarations de revenus
pour être de bons auxiliaires pour éventuellement dénoncer ce qu'ils appelleraient des fraudes. Voyez ? Il y a donc une transformation dans le cadre d'un projet d'identité numérique et de portefeuille numérique, une transformation de notre quotidien en un contrôle complet de nos mouvements financiers. Et qui dit contrôle de nos mouvements financiers dit en fait contrôle de tout ce que nous faisons, aller faire un plein d'essence, aller acheter le moindre produit quelconque, tout sera vu, contrôlé en direct. Et cela entre évidemment en corrélation avec ce que l'on appelle le modèle de crédit social à la chinoise. Un modèle de crédit social à la chinoise qui est vanté au Forum économique mondial de Davos comme un modèle à extrapoler en Occident. Et qu'est-ce que ça signifie pratiquement ? Disons que si vous regardez comment ça fonctionne en Chine, vous fonctionnez avec un système à points. Chaque citoyen, au départ, équivaut à un nombre de points, comme il existe le permis à points en France, par exemple. Et à chaque fois que vous commettez un acte considéré comme incivique, vous perdez des points. En fonction du nombre de points que vous perdez aussi l'accès à toute une série de services ou de possibilités d'achat ou de déplacement. Par exemple, en Chine, si vous perdez trop de points, vous ne pouvez plus quitter le pays, mais si vous perdez encore plus de points, vous ne pouvez même plus quitter la localité dans laquelle vous vivez. Vous êtes assigné à rester dans votre localité. Si vous perdez un certain nombre de points, vous ne pouvez plus décider de l'établissement scolaire dans lequel vous allez envoyer vos enfants. Si vous perdez un certain nombre de points, vous ne pouvez plus envoyer vos enfants à l'université. Si vous perdez un certain nombre de points, on vous ferme votre compte en banque. Ça va plus loin encore. Si vous êtes dans les très grandes villes chinoises, vous êtes dans le métro, vous êtes dans une gare, vous connaissez, on connaît tous ces distributeurs de boissons automatiques. Eh bien, dans les plus grandes villes chinoises, même pour acheter une bouteille d'eau ou une canette de limonade, il faut préalablement passer par un système de reconnaissance faciale qui vérifie votre nombre de points, même pour acheter une bouteille d'eau. Donc, vous voyez, cette surveillance, elle est complète. C'est le principe du totalitarisme. Le mot totalitarisme dit bien ce concept qu'il veut signifier. C'est un contrôle des individus dans la totalité des éléments de leur vie quotidienne, y compris chez eux à domicile. Et donc, il faut avoir en tête que ce modèle de crédit social à la chinoise, il est encouragé par le Forum économique mondial de Davos, il est encouragé par l'Union européenne, par Ursula von der Leyen, et qu'il est bien en train de se mettre en place. Et que pour fonctionner, il a préalablement besoin de la mise en place de l'identité numérique. Il faut l'identification numérique de chaque individu pour pouvoir le punir et le surveiller en direct, en permanence. Oui, je donne un exemple très concret encore. Si vous êtes en Chine à l'heure actuelle, avec le système donc de reconnaissance faciale, d'identification numérique et de portefeuille numérique, imaginez que vous traversez au moment où le feu est encore au rouge, vous n'êtes pas encore sur le trottoir d'en face, qu'un écran diffuse votre photo, votre nom, le montant de l'amende qui est immédiatement retiré de votre compte en banque. Instantanément. Ça risque très probablement d'arriver. Je vais citer 2 personnes, puisque évidemment, en fait, tout ça pour dire que, avant que je cite ces deux auteurs, que tout se fait au nom de la démocratie, pour une plus grande sûreté, plus grande protection, plus grand bien-être, etc., etc.
Donc on Le comprend bien mal aussi avance toujours sous l'apparence d'un bien. exactement, donc c'est toujours l'arnaque. Alors, je vais citer un franc-maçon, donc le frère René Guénon, qui malgré tout dans sa crise du monde moderne a vu juste. Donc c'est dans La trahison des initiés d'Alain Pascal que lui-même, cite. Alors: «La grande habileté des dirigeants, dans le monde moderne, est de faire croire au peuple qu'il se gouverne. C'est pour créer cette illusion qu'on a inventé le suffrage universel». Et cette fois-ci, je vais citer Abel Bonnard: «Proclamer qu'on respecte la volonté du peuple après s'être arrangé pour la fabriquer, c'est tout le secret de la démocratie». Absolument. Donc, voilà, on pourra aussi fermer ce petit chapitre pour qu'on on a bien compris, en tout cas, dans quelle direction on allait et toujours évidemment au nom du bien. Alors Et peut-être peut-être, insister sur le fait qu'effectivement donc, on nous parle de sécurité pour justifier tout ça et encore une fois, il y a cette fausse droite ou cette droite contrôlée qui joue toujours le jeu de ce système mondialiste et qui approuve cela, en abondant dans la rhétorique manipulatrice. Heu ce sont et des idiots donc il faut utiles. oui, oui et il faut absolument que les gens parviennent à discerner qui sont leurs véritables amis, parmi ceux qui, disent représenter le camp national ou le pays réel et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de faux amis, et ce sont, particulièrement les faux amis qui occupent les plateaux de télévision. Et puis, il faut aussi avoir conscience que nous nous dirigeons, je pense, vers un système qui va ressembler, pardon, à une prison à ciel ouvert. Donc voilà, vous aurez une forme de liberté, oui, oui, nous ne serons pas tous en prison, mais la prison sera partout. Voilà. C'est le titre d'un historien de gauche qui s'appelle Johann Chapoutot. Je ne sais pas si vous connaissez, qui s'intéresse au nazisme, bon et qui explique comme quoi toutes les théories managériales de l'époque viennent du nazisme, puisque celui qui a théorisé cela était un nazi. Enfin bref, i l'analyse est très bonne, mais évidemment les conclusions ne sont pas forcément bonnes puisqu'il ne va pas au fond des choses. Néanmoins, il a un titre de son livre qui est très bien, c'est «Libre d'obéir». Oui, oui, Et là, nous sommes libres d'obéir. absolument. C'est vraiment ce qui nous arrive, enfin ce qui Absolument. nous arrive déjà puisque Oui. tout en fait se présente sous la démocratie, mais une fausse démocratie. En Suisse, j'ai fait une vidéo là-dessus, votation et grande réinitialisation. On nous présente 4 sujets, mais en fait les 4 sujets vont dans le sens du nouvel ordre mondial. C'est-à-dire une imposition de 15 pour les entreprises, une défense du climat, toujours selon le dogme du réchauffement climatique anthropique, une prolongation, des mesures, du rhume 21. Enfin, tout ça, au final, les gens ne le voient pas, mais ce qui se cache derrière, c'est évidemment cet agenda. Évidemment, tout le Absolument. monde enfin, le peuple a voté «oui», a considéré qu'on puisse se fier aux votations. Mais tout le monde a voté «oui», alors qu'il fallait voter 3 fois «non». Mais bref, passons peut-être, si vous le voulez bien, à quelques conseils de lecture, pour que les gens puissent aussi peut-être s'armer, Oui, oui, avec oui, de oui, de oui, très bons oui, livres. Qu'est-ce que oui. qu'est-ce que vous conseillez? Alors, je vais commencer pour les enfants ou les jeunes adolescents. On est à l'approche des fêtes, bientôt la Saint-Nicolas, les fêtes de Noël. Je vais vous proposer une bande dessinée pour les plus jeunes, c'est, Les Caramélites de Compiègne. C'est une bonne façon de sensibiliser les enfants, les jeunes adolescents à ce qu'a été la terreur et aux martyrs des religieuses. Cela permet de bien comprendre toute la barbarie révolutionnaire. Quand on entend encore il y a quelques
une semaine et demie maintenant, 2 semaines, Emmanuel Macron tenir un discours pour les 250 ans du Grand Orient de France en insistant sur les liens intrinsèques entre la République et la franc-maçonnerie, eh bien, voilà les conséquences de cela. En pratique, cela a été la barbarie, la terreur, et on sent bien que, de façon régulière, la République ne peut jamais se distancer de son antichristianisme virulent. Donc, Les Carmélites de Compiègne, c'est une bande dessinée aux éditions Plein Vent qui mérite le détour. Alors, un sujet aussi bien d'actualité, voitures électriques, ils sont devenus fous. C'est aux éditions Lithos par François-Xavier Pietri. J'ai trouvé ça très intéressant parce que, là encore, cela abonde dans les sujets que nous avons traités. C'est cette manipulation au nom là du prétexte climatique et énergétique qui, en fait, va amener à ce que beaucoup de gens ne puissent tout simplement plus circuler. Parce que donc en 2025, en France, 45 agglomérations, en fait quasiment l'essentiel du territoire de toutes les grandes villes de France, vont devenir interdites d'accès aux gens qui ont des véhicules à essence ou diesel. Et donc, ça signifie que 2025, c'est tout proche, hein, que beaucoup de gens n'ont pas les moyens financiers de s'acheter une voiture électrique pour remplacer leur actuelle voiture, et que donc beaucoup vont être extrêmement limités dans leurs déplacements. Et on en revient à ce projet mondialiste des villes à 15 minutes, des sociétés sans contact, et en fait de l'isolement des populations. Le confinement, eh bien, on peut l'organiser de différentes façons, même sans parler de confinement. Un autre livre qui a déjà maintenant, je crois, 1 an et demi, mais qui mérite vraiment attention. Il est de Pierre-Antoine Plaquevent, Globalisme et dépopulation, aux éditions Stratégica. C'est un livre qui vraiment mérite le détour, qui analyse très bien ce projet de dépopulation qui se sert de toute une série de prétextes, bien sûr les campagnes de vaccination, bien sûr le transhumanisme, bien sûr les questions climatiques, et tout ça donc converge pour légitimer un procédé de dépopulation. Et puis un dernier livre qui est une somme, une brique, Jacob Frank et le mouvement franquiste, préfacé par notre ami Pierre Hillard. Alors c'est un ouvrage, c'est la réédition d'un ouvrage ancien, hein, c'est Alexander Crochard, qui est un juif converti au catholicisme qui a écrit ce livre au XIXe siècle et qui a été réédité chez Ethos avec une préface de Pierre Hillard. Et c'est intéressant pour comprendre quelques origines d'un ésotérisme messianique qui a des conséquences bien actuelles. Alors, si vous voulez bien, je vais aussi présenter quelques petits ouvrages, notamment celui-ci. Donc, j'ai reçu, c'est un climato-réaliste, Jean-Claude Pont, Le vrai, le faux et l'incertain, dans les thèses du réchauffement climatique. Donc, c'est un mathématicien, physicien, historien des sciences. Donc, il a malgré tout un CV bien rempli pour parler de cela. Évidemment, ce n'est pas un idéologue. Il ne s'intéresse pas à la question du mondialisme, mais juste sur le côté la vérité. Y a-t-il, oui ou non, un réchauffement climatique dit anthropique? Et y a-t-il des choses qu'on ne peut pas démontrer, oui ou non? Et il me semble très intéressant, très factuel pour démonter, moi, ce que j'appelle l'arnaque. Ensuite, Gomez Davila, Les horreurs de la démocratie. Donc, ce sont des scolies à lire, je dirais de temps en temps, 2-3 petites scolies par jour, qui sont très intéressantes.
je vais en citer une, peut-être que j'ai mis en vert, puisqu'elle me semblait, je pense ah voilà. La plus grande erreur moderne, ce n'est pas d'annoncer que Dieu est mort, mais de croire que le diable est mort. Ou sinon, l'athéisme authentique est la raison de l'homme, ce qu'est la myriagone à son imagination. Et une dernière, la mort de Dieu est une nouvelle annoncée par le diable, lequel, mieux que quiconque, sait qu'elle est fausse. Et peut-être un dernier, Du mépris de la mort, de l'abbé Rioux. Donc il me semble très intéressant, ce sujet me semble très intéressant. Pourquoi? Parce que la mort a été totalement niée, notamment avec la question du transhumaniste, puisqu'on veut la vie éternelle et vous l'avez expliqué, grâce notamment à certaines potions magiques qui nous permettraient de ralentir la vieillesse. Mais là, on a des écrits sur la mort, sur la sépulture et sur le deuil, d'un point de vue catholique. Et c'est très intéressant puisque la mort est niée au niveau de notre quotidien, mais malgré tout, nous voyons des gens se faire tuer tous les jours, à la télévision. Les films au cinéma, si on va encore au cinéma, ce qui m'arrive probablement peut-être une fois par année et encore, la mort est partout et la violence est partout. Donc il me semble un paradoxe à soulever qui est assez intéressant. Donc voilà pour mes j'ai présenté 4 ouvrages ou 3? 5. Ah 5 ouvrages? Ah pardon, alors voilà. Alors je m'arrête là, je m'arrête là. Mais voilà, comme ça, je pense que les personnes qui nous écoutent auront peut-être Oui, quelques c'est petites, important. Les gens doivent se former, voilà, ils doivent avoir une bonne bibliothèque qui les aide euh, à répondre à nos adversaires, à voir clair, à discerner. C'est essentiel. voilà. Cher Alain Escada, merci beaucoup encore une fois pour votre temps, pour cette discussion. C'est moi qui vous remercie et puis j'espère que nous aurons l'occasion de réitérer ce genre d'émission que je trouve particulièrement intéressante, qui nous permet d'aborder des sujets de fond liés à l'actualité et de parler librement, d'éveiller les consciences. Je pense qu'il est aujourd'hui extrêmement important qu'il y ait des émissions de ce genre où la liberté de ton s'exprime et où l'on peut faire comprendre des notions importantes. Je pense que ça mériterait que, à l'occasion, nous parlions, par exemple, du concept de la liberté selon les catholiques. Tout cela est particulièrement indispensable aujourd'hui pour comprendre le monde dans lequel nous vivons et ce qui sépare le langage catholique, les idées catholiques de ceux du langage de ceux qui nous dirigent. Voilà, les mots ne revêtent pas le même sens et ça a des implications évidemment très importantes. Oui, vous avez tout à fait raison, avec grand plaisir. Ça me permet juste de dire une chose, il y a, dans le langage moderne, les libéraux, donc les macronistes et nous, on en a quelques exemplaires en Suisse, parlent toujours d'innovation ou bien: «Moi, je ne serai jamais contre l'innovation». Très bien, mais l'innovation, ça ne veut pas dire quelque chose de positif, quelque chose de bien. Enfin, il y a une arnaque derrière le vocabulaire. Comme vous l'avez dit au niveau de la liberté est une valeur subjective. La liberté de faire le mal, ou la liberté d'assister à des cours sur la sexualisation des enfants, ce n'est pas forcément une liberté qui est positive, bien au Absolument. contraire. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la commenter, à la partager, à vous abonner et on se voit très vite pour une prochaine entrevue. À bientôt. À bientôt.